Souvent, quand il y a une rencontre avec le réalisateur, ou la réalisatrice en l'occurrence, d'un film, c'est après le débat, mais bien après, que je me dis « Oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû lui dire ça ». Ça ne me vient pas tout de suite. Et en fait, dans les heures qui ont suivi la projection de Une famille, de Christine Angot, je me suis dit, à chaque fois que j'ai affaire à quelqu'un d'agressif, enfin, quand j'assiste à une scène où quelqu'un s'exprime de façon virulente, eh bien, je me rétracte, je me renferme, je m'arrête à la forme et j'écoute plus. Et en fait, son film, ce qu'il me fait réaliser, c'est que les gens qui sont agressifs, faut les écouter, faut vraiment les écouter. C'est pas un défaut d'être agressif, c'est une réaction. C'est une forme, là, en l'occurrence, dans ce film, de résistance, mais de résistance immense. Enfin, elle se heurte à un mur, pas seulement à sa famille, mais à notre société tout entière. Donc voilà, j'aurais voulu lui dire que sa colère, sa rage m'ont ouvert les yeux et les oreilles. Bon, vous allez voir, tout le monde parle en français dans cette vidéo, mais j'ai quand même mis des sous-titres, parce que d'une part, le son est tout pourri, sinon, et puis c'est une rencontre avec Christine Angot, et je ne voulais pas que vous en perdiez une miette. La parole de Christine Angot est précieuse parce qu'elle a le mot juste, la pensée précise. Si mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, comme disait Albert Camus, eh bien elle, peut-être qu'elle le soigne, peut-être qu'elle fait partie de ceux qui essaient de le réparer, même si c'est un travail de Sisyphe. Alors, c'est un film sur lequel il me paraît assez difficile de sauter directement dans le vif du sujet, compte tenu de l'émotion qu'il provoque. Je dis ça pour avoir été bouleversé pendant tout le film. Et du coup, on va repartir sur la question la plus traditionnelle du monde qu'on évite tout le temps ici, qui est la fameuse question de la genèse, de l'origine du film. Mais y compris parce qu'on a la chance aussi d'avoir le producteur Bertrand Fèvre, qui est derrière Christine là. Et que le film, en termes de production et d'origine, a fait une sorte de bifurcation, puisqu'à l'origine, il y a une commande relativement, j'allais dire, pépère, peut-être qu'il faut dire mémère. C'est pas une commande. Oui, non, une commande vis-à-vis de la production et vis-à-vis des financiers potentiels, c'est-à-dire on va suivre une tournée d'une écrivaine sur des salons du livre, des dédicaces, qui est un truc a priori un peu confortable, mais et orienté vers la télévision. Et puis à un moment, ça va... Oui. Mais ça, c'était juste écrit comme ça sur le dossier, parce qu'on m'avait demandé est-ce qu'il leur fallait un dossier. Mais moi, j'ai jamais pensé que j'allais faire ça. D'accord. Alors, vous pensiez quoi à ce moment-là? Justement, je n'avais pas envie de penser quelque chose de précis. J'avais envie je peux pas savoir avant d'être dedans ce que ça va devenir, ce qui va se passer. Est-ce que sur le... Je ne peux pas 2 mois avant dire dans 2 mois, moi je vais faire ça. C'est pas possible. Mais il y avait Strasbourg. Voilà, ça c'est la chose, je savais que j'allais aller à Strasbourg, que je pensais que c'était... que je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait une caméra avec moi, que j'ai téléphoné à Caroline Champetier pour lui demander si elle voulait bien. Et voilà, et j'avais pas tellement des idées plus claires. La seule chose que je savais, c'était que je sortais un livre dont peut-être des points d'appui, c'est-à-dire les choses que font les écrivains quand on les sort, on rencontre le public, on fait ci, on fait ça. Peut-être là, il se passera quelque chose, mais peut-être il ne se passera rien.
Parce qu'en fait, on croit toujours qu'il va se passer des choses, et les 3/4 du temps, il ne se passe rien. Donc, voilà, je ne pouvais pas savoir tout ça. Je ne pouvais pas savoir. Mais c'était la situation, le lieu. Déjà ça. Le lieu, y compris sur les traces d'un père disparu, puisqu'il y avait quand même l'idée de filmer le Conseil de l'Europe où il travaillait, de filmer les endroits où vous pensiez qu'il avait vécu, le souvenir que vous aviez de l'adresse dans laquelle vous lui rendiez visite. Et puis, il y a quand même ce moment où, là, qui est bien sûr question dans le film, où vous êtes devant la maison, en train de vous demander un peu... Mais c'est-à-dire que ce n'est pas tant les traces du père qui est mort, du père incestueux et qui est mort, c'est plutôt de voir quand on a vécu quelque part, ou quand on a vécu quelque chose quelque part, est-ce que sur les lieux, ça se voit? Est-ce que ça se voit qu'on est passé là il y a 30 ans? La réponse est non, mais elle est jolie à poser. Elle est non, mais bon, peut-être que si on filme une maison et qu'on met un texte à côté, peut-être qu'il y a quelque chose quand même. Et ne serait-ce que quand je marche là et je me dis, tiens, c'est pas comme ça que c'était, je ne revois pas, je ne revois pas. Déjà, c'est déjà quelque chose. Il y a quand même quelque chose que tout le monde connaît. C'est-à-dire la déambulation dans des lieux passés, dans une maison où on a grandi, ou enfin, tout ce genre de choses, tout le monde connaît ça. De retourner dans un endroit et de se dire, mais qu'est-ce que... qu'il y a quelque chose du temps qui tout d'un coup apparaît par l'attitude de la personne qui cherche dans sa mémoire. Du temps et de la mémoire, et du coup aussi de l'amnésie, de ce qu'on choisit d'oublier, et très vite quand même du déni, ce qui renvoie aussi à la question d'Alzheimer pour le père qui ne rendra jamais des comptes et derrière lequel on se cache, puisque quand même de façon extrêmement fine, on sait dès le départ par le fils qu'il nie en disant vous affabulez, mais elle dit, sa compagne, ça ne servait à rien de l'interroger de toute façon. Sa femme. Compagne, c'est une femme légitime. Femme. Les compagnes sont forcément illégitimes. En tout cas, ce qu'on appelle la femme légitime, c'est la femme mariée. Oui, elle doit revendiquer le terme de femme mariée. Voilà. Donc elle dit, non, mais de toute façon, ça ne servait à rien d'interroger, il ne se serait souvenu de rien puisqu'il avait Alzheimer. Et donc là, on a un des fils qui permet de tirer sur certaines dimensions du film, ce qui nous revient en mémoire, ce qu'on oublie. Au passage, je glisse un truc pour poser des questions dont je n'ai pas lu 500 fois la réponse. Quand Claude, vous vous dites, il a sa place dans le film, c'est important que vous le contactez, et qui vous dit oui, puis qu'il se rétracte, en fait, visiblement, l'élément déclencheur, c'est quelque chose que vous aviez vous-même en partie oublié, c'est-à-dire qu'il était lui-même une victime de viol, et c'est en vous en souvenant, donc en accédant à son propre souvenir, que tout à coup vous vous dites, ben ça nous réunit, et il y a moyen de filmer cette scène. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce déclencheur-là, et dans quelle mesure, vous qui êtes aussi marqué par cette expérience prodigieusement douloureuse et tragique, vous pouviez réellement avoir oublié ou secondarisé ce fait-là, qui a lui aussi, j'imagine, beaucoup marqué? Tout simplement parce que la relation qui était la nôtre pendant toutes les années où on a vécu ensemble, qui sont quand même 18, je crois, et à partir du moment où on se rencontre, il y a une histoire qu'on se raconte à nous, qui est que lui est quelqu'un qui assure, qui travaille, qui est professeur d'anglais, qui a un salaire, qui est rassurant et qui va bien. Voilà. Et certes, à un moment, il me dit qu'il lui est arrivé ça. Voilà. Et puis, il n'en parle jamais. Il n'en fait pas de commentaires, etc. Il me dit, donc je le sais, et puis c'est tout. Mais ce qui domine, c'est cette image d'un rassurant, et puis qui m'assure aussi sur ce que j'écris. Oui, tu y arriveras, oui, tu seras publié,
oui c'est bien, oui, etc. Et moi, ben non, moi, je suis celle qui gagne pas d'argent, je suis celle que, heureusement qu'il est là, je suis celle qui sait même pas comment on fait tourner la machine à laver, voilà, je suis celle qui a besoin de lui pour tout. Qui ne conduit pas aussi, je crois. Qui ne conduit plus. Parce que c'était trop dangereux. Donc voilà. Et donc le rapport entre nous est clairement défini. Il a besoin que je sois, d'avoir quelqu'un à protéger, que son rôle ce soit ça. Et donc forcément, ben, ça veut dire que je suis la plus faible sur le plan de la vie sociale, disons. Et donc lui, avec cette histoire de viol qui lui est arrivée, c'est un épisode qui existe, qui est connu, mais dont il ne parle jamais, et au fond dont il ne veut... Écoutez, je vais vous raconter un truc, vous allez comprendre tout de suite. C'est au point que, quand on doit aller à Montpellier pour lui parler, lui poser des questions, donc moi je l'ai appelé avant. Il a choisi des dates, etc. Et il dit oui, bon, c'est plus ou moins d'accord. Il suffit de le confirmer. Et puis, quelques jours avant, il me demande à me parler quelques heures plus tard. Et je me dis, ok, il veut annuler. Putain, je suis sûre de ça. Et en effet, il dit que non, c'est pas sa manière d'être, que de parler devant une caméra, etc. Et que non. Et donc, moi j'ai une attitude, bon, voilà, si tu crois que je vais assister, très bien, quoi. Et puis en fait, c'est après ça, ce refus, tout d'un coup ça me revient. Et je me dis, mais non, mais c'est pas possible, j'avais oublié cette histoire qu'il a été violé et que donc ça explique qu'il se soit retrouvé comme ça, incapable de faire quoi que ce soit, au moment où ça aurait été si précieux et ça aurait changé complètement la vie si il avait bougé, quoi, s'il avait protégé à ce moment-là. Je dis, il faut que je lui pose cette question-là. Il faut au moins que je lui dise que je voudrais lui poser une question, une seule, celle-là. Et donc, je le rappelle, je lui dis que j'aimerais lui poser juste cette question-là. Et ça le surprend. Et en même temps, ça lui... Il aime bien, je sens qu'il aime cette idée, parce que tout simplement, ça rétablit le fait que, ben non, il n'est pas un salaud, mais il est quelqu'un qui a été entravé par quelque chose. Donc, il est pour. C'est un universitaire, il a une agrègue, il a un doctorat, c'est pas quelqu'un qui comprend rien. Mais juste après qu'on a décidé ça, et qu'il me dit, bon d'accord, qu'il est en train de dire que oui, il va le faire, il me dit, mais si je le dis, est-ce que ça signifie que les gens vont le savoir? Et je lui dis, ben oui. Donc c'est ça, c'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire il y a certaines choses qu'on peut parfois dire en espérant que les gens ne le sauront pas. Et donc tout ça est quand même, voilà, c'est l'histoire de ce tournage-là. Et ça raconte pour le coup une partie du projet, parce que quand même, y compris pour revenir devant la maison avec la femme du père, elle veut bien que ça se joue en tête-à-tête. Bien sûr. Sauf que vous, et j'allais dire, y compris contrairement à ce que vous dites, attention, vous dites, mais moi j'avais besoin de la présence d'une caméra. Et vous dites ça très souvent, y compris en mettant en valeur la formidable chef opératrice qu'est Caroline Champetier, avec laquelle on a fait une masterclass dans ce même lieu avec France Culture il y a 6 mois. Mais il n'y avait pas une caméra en fait, il y avait 2 caméras
Ouais. Et en fait, dans la séquence d'introduction chez cette femme, et on reviendra peut-être sur cette expression-là de pousser la porte, de faire en sorte que la porte ne reste pas close, de forcer la porte, vous choisissez d'entrecouper avec un flashback où vous dites dans ce flashback, j'ai deux yeux. Ces deux yeux parlent de regard. De regard. Deux yeux, c'est courant. Deux yeux, c'est un. Mais sauf que en ce moment, je n'en ai qu'un. Ça s'appelle la psychanalyse publique. Je sais pas comment on dit comme ça. Donc j'ai deux regards. Et en fait, c'est assez étonnant de se rendre compte du dispositif, puisque vous, en réalité, ce que vous voulez filmer quand même, c'est bien un champ contre champ. Mais pour filmer un champ contre champ, il faut effectivement deux regards. Il faut pouvoir se croiser les regards. Est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu cette question-là, du double regard, appliqué y compris à ce dispositif de mise en scène, qui est de ne pas rentrer seulement avec une caméra qui passerait de l'une à l'autre ou qui filmerait en plan plus large, mais de rentrer précisément avec deux regards. Alors, déjà, moi, quand je dis ça, à ce moment-là, je crois que ce que j'ai en tête, c'est quelque chose qui est beaucoup plus abstrait, qui est valable pour le cinéma, qui est valable aussi pour l'écriture, à savoir qu'il y a deux regards. C'est-à-dire, il y a le sien et celui de la personne qui écrit ou de la personne qui filme. C'est pas tant mon regard plus celui de la personne qui tient la caméra, etc. À ce moment-là, c'est vraiment une espèce de cohabitation, pas toujours simple, mais de cohabitation à l'intérieur d'une seule personne, de ces deux regards. Ce serait un peu l'écrivain et le narrateur? Non, 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 c'est soi-même, tel qu'on se ressent être soi, et puis une autre personne qu'on n'est pas tout le temps, mais qu'on est, quand on est en train de se préoccuper d'écrire ou de faire un film, ou d'être dans un espace comme ça qui n'existe pas, une chose fictionnelle, enfin bon, voilà. C'est quelque chose qui est imaginé. Ce qui est imaginé, ce n'est pas les histoires forcément, c'est le lieu où on les installe. Et donc ça, oui, il y a deux regards, c'est pas le même regard, sinon on ne peut pas faire les choses. Donc voilà, ça c'est les deux regards. Après, sur le fait d'arriver dans un lieu, moi déjà, il faut que je sois avec la femme de mon père. Il faut que je sois complètement avec elle. À ce moment-là, je ne peux pas du tout, je leur dis entrez, en même temps je le dis à vous, entrez, c'est sûr, mais entrez dans ces pièces-là, entrez dans l'intérieur des appartements où il y a des choses qu'on nous cache, et des, comment dire, non seulement qu'on nous cache, mais qu'on enterre même. Et des lieux où il y a des gens qu'on maltraite, en fait. Donc c'est ça qui est important. Mais dans ce temps-là, moi, il faut vraiment... Oui, ok, je sais qu'il y a une caméra qui est là, qui est là, mais moi, il faut que je sois hyper branchée sur la femme de mon père. Je ne peux pas être dans... Pas du tout être dans autre chose. Quand je leur dis entrez, voilà, en revanche, ça, je sais que si elle n'entre pas, moi, j'ai rien à dire à cette femme. Rien du tout. C'est pas elle qui m'intéresse. C'est ce qu'elle a à dire. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle pense. Voilà. C'est ce qu'elle dit aussi. Parce que pour le coup, cet entretien est formidable parce que on voit l'incarnation du déni. Oui, oui. Je reviens sur l'expression forcer la porte. Non. Parce que moi, ce qui m'a frappé, j'ai revu il n'y a pas longtemps Autant n'emporte le vent.
Oui. y compris pour regarder les trigger warnings au début, tout ça, sur la question du racisme. Et en fait, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que bientôt il y en aura un deuxième, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on voit le film, c'est un éloge du viol. Et ça passe par la figure de la porte défoncée. Dans le film, vraiment. Il y a un raccord incroyable d'une porte qu'on balance à coups de pied, qui après, la femme qu'on a portée de force dans la chambre le lendemain, sourit. Voilà. Donc c'est vraiment inscrit dans le film, en fait. Et du coup, ça m'a frappé, avant même le film, et encore plus en le voyant, que cette figure-là, de la porte qu'on force, est en fait une figure commune au viol et au développement du viol. Je ne sais pas si vous avez envie de commenter cette remarque bizarre. Ce qui me vient à l'esprit, c'est une autre image, c'est celle du verrou tableau de Fragonard. Oui. Et qui a été considérée récemment, justement, comme une scène de viol. Mais je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça peut l'être. Autant dans ce que vous dites, de autant l'emporte le vent, fracasse une porte, il y a cette violence-là. Mais un verrou, ça, et l'attitude de la femme peut être interprétée comme une frayeur, mais aussi comme une espèce d'abandon, ou quelque chose qui est tout petit peu moins simple, peut-être. C'est-à-dire que, ferme le verrou, on a quand même le droit de fermer des portes, je veux dire. Même si on viole personne. Voilà. On a quand même le droit de fermer les portes. Là je ne dis pas qu'il faut vivre porte ouverte. Pas du tout, évidemment. Pas en train de dire la vie privée, ça n'existe pas, etc. Je dis qu'il y a des requêtes, genre, mais comment ma vie privée, c'est ce que dit cette femme, de la famille de mon père, qui sont, on pourrait dire ça, très malvenues, enfin, qui sont choquantes, quoi. On ne peut pas se prévaloir de l'intimité de la vie privée face à quelqu'un qui vient vous dire « mais enfin, là je te parle d'un inceste et je voudrais que tu me répondes ». C'est toute une question de mesure quand même. Voilà, là c'est juste pas possible. C'est une question de mesure, et après je passe la parole à la salle, mais moi ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a de l'ambiguïté partout. Et que vous respectez cette ambiguïté-là. Et que, contrairement à ce que parfois j'avais entendu ou lu, il y a un vrai sens de l'écoute, j'allais dire avec ou malgré la dimension offensive de la prise de parole pour aller chercher l'autre, pour aller chercher la vérité de l'autre et la vérité du mot. Parce que le film parle quand même beaucoup de ça, de trouver les mots justes, de savoir comment l'autre parle de son expérience et de savoir quel effet produit le mot de l'autre sur soi. Et cette ambivalence, je la relie à une stratégie de mise en scène qui est effectivement de cultiver les moments où on a deux sentiments à la fois. Alors je prends un exemple particulier, c'est dans la chanson Holiday, où en voix off on apprend que c'était pendant cette période-là, entre autres, que les viols avaient lieu. Donc tout à coup la chanson légère de Paul Naref prend évidemment une autre dimension, mais je pense aussi à un autre moment qui est vraiment... Mais juste là-dessus, mais c'était aussi les vacances. Et oui, bien sûr. C'est ça. C'était les viols, mais c'était aussi les vacances, quand même. Oui. Donc toute la chanson, évidemment, se charge de quelque chose de complexe. Et d'ailleurs, cette chanson, elle est magnifique, justement, parce qu'elle est... c'est pas il y a du soleil sur la France, c'est autre chose. C'est quand même un tout petit peu plus complexe. Et je pense à un autre moment, je vous le cite parce que je ne suis pas sûr qu'il ait été cité 600 fois, je le trouve extrêmement fin, qui pour moi fait partie de ces actes dont on se dit en tant que spectateur ou critique, c'est l'acte de naissance du cinéaste. Ce moment, c'est le raccord après la discussion de la mère, dans un second temps, quand elle est seule hors dispositif et qu'elle dit « mais c'était très important la relation fusionnelle qu'on avait avec ma fille, etc. »
Et on peut avoir l'impression la première fois qu'elle est de nouveau dans le fait de parler d'elle, de son rapport, mais pas du tout de l'inceste, de ce qu'a vécu la fille. Tout ça. Et de fait, on est un peu là-dedans, dans une sorte de repli, alors que la lecture de son texte avait réouvert. Et en fait, le raccord que vous faites juste après ça... Juste après la lecture dans la cuisine. Ouais. Ce que vous faites juste après ça, c'est que vous allez filmer le bébé, donc votre fille, dans le lit, et que vous allez filmer votre relation à votre fille. Et ça se termine, elle, sur le fait que c'était quand même une relation unique et qu'il reste quand même quelque chose. C'est-à-dire que le raccord, là, vient dire que vous l'entendez quand même, cette parole-là, et que vous lui donnez du crédit, et qu'il y a une beauté aussi dans cette cécité potentielle, alors même que votre première réaction lors de du premier enregistrement était virulente. Là, c'est aussi les deux regards, Mais... bien sûr. Et même, on pourrait même aller jusqu'à dire que dans le moment où je regarde cet enfant, ce bébé, qui est ma fille, dormir dans son petit lit de toile, je le contemple, même, je ne la regarde pas, je la contemple, et par le montage qui succède en effet au moment où ma mère dit ça, dit j'ai été tout pour elle et elle a été tout pour moi, c'est évident que ce que je regarde à ce moment-là, c'est le bébé Léonore, mais c'est aussi une indication de l'amour incroyable que j'ai eu pour ma mère. Et que je l'ai regardée comme je regarde Léonore à ce moment-là, quand j'étais petite. C'est sûr que j'avais ce regard-là sur ma mère. Et on voit au tout début du film, avant le générique, avec ce formidable plan du retour de la boulangerie, où on ne sait pas exactement qui est la fillette que l'on filme, et où elle interpelle papa au premier étage. Et évidemment, ça va venir résonner avec tout le reste du film. Qui pose la première question ou le premier commentaire? Ouais. J'avais deux commentaires, oui, enfin deux questions, on va dire. D'accord. J'avais une question sur Charlie, à qui vous posez la question, et l'inceste, et la réponse est est-ce que vous avez eu la réponse à ces questions-là? Et j'avais une autre question sur la femme de votre père. Et est-ce que... Alors, attendez, déjà la première, c'est-à-dire que quand je lui dis et l'inceste, et ça reste en suspens. Il dit Eva. Voilà. Et il dit, oui, je sais plus. Il répond peut-être. Il dit, non, il dit, ah là, je sais pas quoi. Bon. Et puis, tout de suite, je coupe à cet endroit-là, pour plusieurs raisons que je peux vous donner. Je coupe à cet endroit-là, et la réponse est donnée par ma mère qui lit son carnet. C'est comme si c'était 2 points. Voilà. Et l'inceste, Charlie qui dit ah, là, ah ça, je sais plus quoi, bon, boum, on arrive dans la cuisine avec ma mère. C'est comme si on avait mis 2 points, c'est la même chose. Bon. Donc il annonce. Ça le concerne, forcément, puisqu'il vit avec moi. On voit qu'il a un visage douloureux, mais je n'ai pas gardé ce qu'il disait, aussi parce qu'il y avait des problèmes de son, pour tout vous dire, et que le son était juste inutilisable. Et du coup, je me suis dit, mais c'est très bien, c'est la ponctuation. Bon, alors, bon, alors, tac. 2 points. Et c'est quelqu'un d'autre qui essaie de donner une réponse. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire, l'autre chose? Et l'autre chose, c'était, pardon, c'était sur la femme de votre père que vous avez retrouvé. Et j'ai pensé pendant toute la séquence qu'elle a un accent. Oui. En fait, qu'elle parle pas français, à vrai dire. Et je pensais qu'à ça, à la traduction, comme si vous étiez... et à la fois que vous ne compreniez pas, ou en tout cas qu'elle ne voulait pas vous comprendre, ou que c'est du délire. Enfin, bon, tout le système, évidemment, de domination, de 1000 manières qu'il soit, mais qu'il y a aussi, littéralement, la barrière de la langue.
Non. Enfin, Non. mais qu'il y a une Elle forme a de un traduction. accent, elle a un accent, mais elle parle très bien français. Elle jure en allemand. Voilà. C'est tout verrückt. Voilà. Mais ça ressort. Mais elle parle très bien français, elle vit en France depuis, je sais pas, 40 ans. Elle vit en français, tous ses amis, elle parle français, mais elle est allemande. Oui, mais c'est comme si ce que je voulais dire, enfin, ce sur quoi je m'interrogeais, c'est que est-ce que c'était pas un argument en plus de son incompréhension? Non, je crois qu'elle vraiment, c'est pas parce qu'elle fait. Non, mais qu'elle utiliserait, qu'elle pourrait utiliser, j'entends. Non, c'est pas parce qu'on a un accent que. Non. On comprend très bien. Très bien. Madame. Merci beaucoup. Je trouve que c'est effectivement extrêmement émouvant. La question que j'aimerais vous poser, c'est avec justement cette exigence de parole, l'exigence de la justesse des mots, et avec toutes les difficultés que ça comporte. Est-ce que vous, finalement, dans le cours du film, finalement, vous avez fait un chemin? Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, vaincu justement des barrages, des obstacles, et vous êtes arrivé, alors je trouve que là, évidemment, la dernière image est absolument magnifique, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de victoire de votre part, et qui n'est pas au dépens des autres, et qui est peut-être justement en plus utilisable maintenant pour le public. C'est une leçon de parole, de justesse de parole. Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que... Oui, c'est-à-dire que de toute façon, je ne cesse pas d'être écrivain ou écrivaine. Là aussi, les mots peuvent, vous voyez, même sur une chose aussi qui semble aussi petite, avoir leur importance. Donc, bien sûr, je ne cesse pas d'être dans cette passion-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils disent les autres, qu'est-ce que moi j'entends, comment je comprends à partir de leurs mots, mais aussi de leurs accents, etc. Quelle est la musique de chacun? Est-ce que c'est ça qui nous renseigne? Et voilà, donc ça c'est sûr, de toute façon c'est ça, je veux dire, on est tous passionnés par ça parce que c'est tous ce qu'on pratique en réalité. Même si on nous dit qu'il y a 4-5 mots à connaître et quelques statistiques pour comprendre les choses, c'est pas du tout mon point de vue. Et au contraire, je pense que ce que disent les uns et les autres, plein de gens différents, et non pas, comme on nous dit, la parole, libérer la parole, comme s'il n'y en avait qu'une, alors que elle est multiple, il y a autant de paroles, autant de mots que de gens pour les prononcer, et autant de musique pour les prononcer. Donc ça, c'est pas tellement, je sais pas, un apaisement, je sais pas quoi, c'est un plaisir, en fait. C'est un plaisir d'entendre ce que quelqu'un dit et comment il le dit. C'est un plaisir à partir du moment où ça contient une certaine vérité de lui-même. Et donc moi, au fond, ce que dit la femme de mon père, évidemment, je trouve ça très souvent révoltant, mais j'en ai un grand plaisir. Parce que c'est extraordinaire que tout d'un coup, comme ça, que la vérité de quelqu'un puisse apparaître par les mots qu'elle emploie, comme ça, et tout d'un coup, on voit le paysage qu'il y a dans sa tête. C'est incroyable. Normalement, on n'a pas vraiment accès à ça. Mais si on fait très attention, si ça nous intéresse, ça n'intéresse pas tout le monde de savoir le paysage qu'il y a dans la tête des gens. Mais moi, je trouve ça passionnant. Et surtout si on est là sur
sujet qui nous rassemble tous, et donc on peut voir plusieurs paysages. Et Madame insistait sur le caractère positif de l'évolution du film vers les mots libérateurs de la fille, très important pour montrer quelque chose qui est dit d'ailleurs à la femme de votre père, c'est-à-dire que tout le monde est impliqué, que l'histoire se diffuse, et que du coup tout le monde finalement finit par être victime de ce qui s'est passé à deux personnes derrière une porte close. Il y a par ailleurs une autre dimension qui est plus critique dans le film, d'une certaine façon, et sans doute plus douloureuse, c'est qu'il y a quand même potentiellement un procès intenté par des gens que vous souhaitiez voir, parce que parmi les moteurs du film, il y a même l'idée, un jour peut-être, de réussir enfin à parler aussi à ce demi-frère et à cette demi-sœur. Là, j'en ai plus envie. Oui, c'est sûr que ça coupe un peu leur souffle. Je me dis que tout est dit. Donc, oui, je vous écoute. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce film bouleversant. On n'a jamais vu ça, comme on n'avait jamais vu ça avant. J'ai une question. Vous parlez de l'univers et du paysage des autres. Est-ce qu'il y a des phrases qui vous ont accompagné, qui vous ont aidé, auxquelles vous vous êtes raccroché, enfin, la petite fille que vous étiez et la femme que vous êtes dans l'inceste et ensuite dans les moments de création ou de doute, des phrases auxquelles vous vous êtes raccroché? Alors, premièrement, est-ce que je pourrais avoir une chaise? Oui. Ok, merci. Des choses qu'on m'aurait dites ou des choses comme ça, vous pouvez dire? Oui, ou des lectures ou des phrases auxquelles vous êtes raccroché. Vous savez, là, je suis obligée de vous parler de moi à ce moment-là, si je dis ça. Et oui, 3 fois par semaine, pendant de très longues années, j'ai des mots, des phrases qui m'ont ouvert des visions, des couches de combien d'interprétation des choses, disons. Je suis en train de parler de psychanalyse, je ne suis pas en train de parler de littérature. Voilà. Donc, c'est ça. La littérature, pour moi, n'est pas vraiment, merci, n'est pas vraiment comment dire, quelque chose qui a pu être un soutien. C'est pas du tout un soutien, c'est presque le contraire même, parce que c'est quand même assez difficile. C'est un bonheur ou une difficulté, ça peut être les deux d'ailleurs, mais un soutien, c'est une passion. Est-ce qu'une passion c'est un soutien? Je ne suis pas sûre. C'est une passion, c'est quelque chose qu'on aime passionnément, dont on a besoin pour vivre, dont on a besoin pour avoir, je sais pas moi, oui, pour se sentir, pour être intéressé par la vie, disons. C'est quelque chose qui est... Donc, mais c'est pas un soutien, c'est un lieu pour vivre. Voilà. C'est un lieu dans lequel on peut vivre, dans lequel moi je peux vivre, dans lequel ça m'intéresse de vivre. Pas tout le temps, j'en sors, je vis chez moi, et puis après je rentre dans le livre, et puis etc. Donc c'est pas un soutien, c'est un lieu. Et les mots qui apportent des lumières sur la vie elle-même, oui, c'est dans la psychanalyse, ça c'est sûr. Et de manière extrêmement régulière et qui ouvre une porte, puis après de la porte, il y en a encore une autre qui s'ouvre, et c'est voilà, des nuances, tout le temps des nuances. Madame. Bonsoir, merci beaucoup. Est-ce que... D'accord, monsieur. C'est une remarque, une question. Je sais
savoir l'importance qu'a eu à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie de Guibert sur l'inceste. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la pudeur ou l'impudeur de Guibert aussi. Si vous avez pensé aussi. Si j'ai pensé à Hervé Guibert en faisant ce film, vous voulez dire? Oui. Pas spécialement. Pas spécialement. J'aime bien que vous en parliez. Mais non, pas vraiment. J'ai peut-être pensé quand même à un film et un cinéaste, mais pas du tout à Hervé Guibert. Si j'ai pensé à quelqu'un, c'est à Claude Lanzmann. Voilà. Pour Shoah. Oui. Voilà. Il n'a pas filmé lui-même, Guibert se filme lui-même. Lanzmann, on ne peut pas l'arrêter. Il a des questions à poser. Il y a des choses qu'il veut voir. Voilà. Et puis simple. Pas de trucs artistiques, pas de... Tout est dans le geste à faire et qu'il fait, et son obstination. Et aussi, parce qu'il y avait une phrase qui m'avait beaucoup marqué une fois dans une interview de Claude Lanzmann, où on lui demandait alors pourquoi est-ce que c'était important, voilà. Et est-ce que ce qu'il voulait, c'était, est-ce que son entreprise visait à comprendre pourquoi, visait à faire comprendre pourquoi la Shoah avait eu lieu. Et sa réponse avait été non, ça ne m'intéresse pas. Et il ne faut surtout pas poser la question pourquoi. La question c'est comment. Ça c'est un langage que je comprends. Je comprends bien ça. Vraiment. Godard lui a repris ça. Sur la question de la Shoah. Madame. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour Bonjour. ce film et pour votre courage qui est grand. Aussi, il y a tellement de contextes qu'on voit en ce moment où il y a des paroles effectivement qui libèrent différentes identités aussi, de différentes manières, et qu'à chaque fois, effectivement, les mots sont... les contextes sont difficiles à faire se représenter pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire dans une réalité. C'est pas que des mots, c'est pas que des choses, c'est aussi des scènes réelles qui ont été vraiment vécues réellement en fait. Et en fait, souvent, je trouve que quand on parle de ces sujets, il y a beaucoup de mots qui sont dits. Et en fait, ça peut être par des sénateurs, ça peut être par des psychologues, des journalistes. Et en fait, c'est des mots. Et en fait, on ne tombe pas sur le sujet vraiment. Le sujet se perd. Et votre démarche, peut-être, en ça, est extrêmement très précieuse et aussi très courageuse. Parce que on ne tombe pas dans la crudité. Et ça, moi, j'avoue que je vous en suis reconnaissante. Parce que c'est déjà fort, mais c'est pas cru au sens d'un truc qui pourrait être blessant, même si vous avez été blessé. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et je voulais parler, moi c'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la phrase de votre fille. Parce qu'en fait, je me suis dit, en fait, sa fille, elle veut la laver de cette insulte. Quand elle dit je suis désolée de ce qui t'est arrivé, maman. En fait, je me suis dit, en fait, j'ai senti la lumière à ce moment-là. Et je me suis dit, en fait, elle parle à la mère, à la personne qui était sa mère avant l'acte. C'est-à-dire, c'est la personne qui était intouchée, qui était vierge, en fait. Et en fait, elle s'adresse à cette personne-là.
et par cette phrase. Et en fait, je vous remercie aussi de m'avoir fait prendre conscience qu'une phrase aussi simple puisse avoir, voilà, ce sens. Je vous en remercie beaucoup. Merci. J'espère que vous allez bien. Sur, je ne sais plus ce que vous avez dit sur oui, les mots qui étaient un peu toujours les mêmes, c'est ça, et alors qu'il y a des personnes derrière. Et sinon, oui, c'est ça, sur ce que dit Léonore, oui, elle restitue, elle fait, en effet, elle montre, là aussi, c'est une histoire de deux regards, de deux vies, de deux corps, de deux êtres, que l'inceste marque quelqu'un, le détruit aussi, mais on peut vivre détruit, il n'y a pas que se reconstruire dans la vie. On peut parler des mots, voilà. Mais la phrase de Léonore indique, puisqu'elle dit je suis désolée, maman, qu'il te soit arrivé ça, et elle dit je n'ai pas compris en fait que ça aurait aussi bien pu ne pas t'arriver. Ouais. Et c'est ça qui est magnifique, en fait. C'est ça qui est très beau, parce que ça veut dire que ce qui vous arrive est extérieur à vous et aurait pu ne pas vous arriver. Et vous n'êtes pas réductible. Et vous n'êtes pas réductible à ce qui vous est arrivé. Non, bien sûr, bien sûr. Alors que des choses comme ça, très graves, évidemment, s'installent sur vous et prennent possession de vous. C'est vrai aussi. C'est pour ça que cette phrase est précieuse. Ça t'est arrivé, ça aurait pu ne pas t'arriver. Autrement dit, il n'y a pas de différence entre quelqu'un à qui c'est arrivé et quelqu'un à qui ça n'est pas arrivé. En réalité, il n'y en a pas. La chose, c'est une chose, c'est pas une personne. Elle s'est posée sur une personne, mais elle est là, dans la pièce. Et dans l'architecture du film, ça s'oppose à une phrase que vous réfutez au contraire et que vous refusez à l'autre, qui est « j'ai de la peine pour toi ». Refus qu'on comprend d'autant mieux que dans la bouche de la femme du père, elle résonne beaucoup avec le « tu me fais de la peine », qui est évidemment une phrase incroyablement culpabilisatrice. Vous devenez l'autrice du mal. D'une part, et puis ensuite, ça lui permet de montrer que c'est elle qui est une personne vraiment bien, puisqu'elle a de la peine pour les autres, d'une, et de deux, elle ne dit pas pour quelle raison elle a de la peine pour moi. Léonore dit je suis désolée, vraiment, qu'il te soit arrivé ça. Alors que là, j'ai de la peine pour toi, mais pourquoi? Parce que tu as grandi sans ton père, parce que on est complètement à côté de ce qui compte là. On noie le poisson là, c'est n'importe quoi. C'est compassionnel, le compassionnel comme pour dissoudre ce qui a été vraiment. Bonsoir. Votre belle-mère avait porté plainte. Vous pouvez faire un geste que je vous vois. Oui, pardon. Oui, votre belle-mère avait porté plainte parce que suite à votre intrusion chez elle, sans son consentement, mais c'était arrivé il y a 3 ans, en 2021. Qu'en est-il de cette affaire? Est-ce qu'il y a eu un procès? Et aussi, après la diffusion de ce film, vous avez encore montré en fait
son activité, et même des voisins, vous avez l'adresse, les noms de famille, etc. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y aura un autre procès de la part de votre belle-mère? Déjà, vous savez, les gens qui font du cinéma, moi je découvre ce monde, ils ont pas mal de ressources. Et par exemple, les trucages, ça ne sert pas seulement à faire des fusées pour les films de Spielberg, ça peut aussi servir à changer un nom sur une sonnette. Donc, voilà, on n'est pas complètement naïf, et ça a été fait. Les numéros de la rue aussi. Je dis ça pour vous rassurer parce que je sens que vous êtes inquiets. Et donc, on a pris soin de l'intimité de la femme de mon père. Vous voyez, nous. La petite dernière ou les deux dernières. Voilà. Micro-question, ça va. Bien dans le micro, par contre, comme ça. Oui, donc toujours sur la... Enfin, j'ai déjà une remarque, c'est qu'au début, quand vous parliez de l'enfance et des lieux, je suis assez d'accord avec vous, qui gardent des traces, que ça m'a fait penser à Barbara, sa chanson sur l'enfance. Mais là, j'avais une question sur la belle-mère. Vous doutez... Enfin, est-ce que vous doutez qu'elle... Enfin, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait dire la vérité quand elle dit je ne connais pas cet homme, est-ce qu'elle peut être sincère quand elle dit ça? Est-ce qu'elle n'a rien vu? Est-ce que c'est possible qu'elle n'ait rien su? Non. Ça, c'est une micro-réponse. Allez-y. Non, mais il y a tout un... Vous voyez, voilà, on connaît, nous aussi, on est des êtres de langage et on sait très bien, on sait quelque chose et puis voilà. On est convaincu au fond de soi-même. Au fond, il y a ce qu'on sait au fond de soi et il y a ce qu'on sait publiquement, qu'on sait même... Et il y a ce qu'on décide de savoir. Voilà. On est tous comme ça. Voilà. Il y a des choses qu'on sait très bien au fond de soi-même. Très bien. Quand on est tout seul, comme ça, que personne ne nous embête et nous demande ce qu'on sait. Elle sait très bien. Elle sait très bien. Elle connaît très bien son mari. Très très bien. Monsieur. Bonjour. Je vous remercie pour votre film. Moi, je voudrais juste faire un commentaire sur quelque chose qui m'a marqué, le rapport entre ce qui s'est passé dans l'émission télévision, là où tout le monde se moquait de vous et vous êtes parti, et vous avez bien fait, et votre arrivée ce soir, souriant devant une salle comble. Je trouve que c'est le résultat d'un acharnement, et justement de cette tolérance que vous avez sur la parole de tous ceux qui vous ont entouré, qui ne vous ont pas écouté. Et ce que je trouve beau dans ce film, c'est que vous leur laissez la parole. Et ça permet, je pense, de bien lever le tabou, parce qu'on parle de tous les sujets. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire, ce qui est passionnant, c'est de voir ce qui est, de voir comment sont les choses. C'est pas de porter des jugements et de faire des pieds, en réalité. Il y avait une dernière question, je crois. Quand vous avez forcé la porte... Faut arrêter de dire Non, mais attendez. Non, mais parce qu'il faut arrêter de dire que c'est à cause de vous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas prévu. C'est le plan sur le tableau qui est derrière vous. Ça, c'est remarquable. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est affiché dès l'entrée et qui fait interprétation, qui signifie bien qu'on savait quelque chose. Alors, je ne sais pas quand vous êtes retourné dans cette maison si vous connaissiez déjà ce tableau. Je ne m'en souvenais pas, en tout cas. Oui, mais en tout cas, il est sacrément. C'est à ce moment-là qu'il prend toute sa dimension, dans toute sa Violence. Voilà, violence. Je peux pas, c'était la dernière.
Il y a un voleur de micro, pardon. Oui, moi je voulais vous dire, j'apprécie particulièrement comment vous dites non. Voilà. Vous allez voir sur la question prochaine. Ouais. Je vous écoutais sur France Culture lundi à midi et demi, au Midi de la Culture avec Géraldine Mostas-Savoie qui voulait mettre ses mots à elle sur ce que vous étiez en train de dire. Et je lui disais, mais non, pas du tout. C'est même le contraire. Enfin, pas question qu'on vous vole vos mots. Et la précision de ce que vous dites, ce que vous ne laissez plus jamais passer, et ben, écoutez, je trouve que, pas simplement dans le film, mais là, à la radio, partout, voilà, on ne vous la fait plus, quoi. Ça, c'est dommage. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Christine Andrew. Merci à nous, distribution, Patrick Sigour, le distributeur. C'était génial. Quel courage.